Au-dessus des vieux volcans, Très cher. glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage. Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce deuxième épisode du Vendredi Salon, dédicacé spécialement à René Guénon. Bien sûr, c'est le 10e épisode dédicacé à vos yeux, à vous, mesdames et messieurs, surtout mesdames. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de René Guénon pour la deuxième fois. Nous avons déjà abordé le sujet de la crise du monde moderne. Très intéressant, magnifique, je vous conseille. Ces deux jeunes garçons, deux jeunes hommes à la fleur de leur âge qui discutent de lui. Et aujourd'hui, nous allons parler du livre préféré du roi Charles, d'Angleterre, du Royaume-Uni et de ce qui reste de l'Empire. Le règne de la quantité et les signes du temps. Eh bien, ce livre, attention, était aussi lu par plusieurs grandes personnalités comme le général de Gaulle. Tout à fait, attention. Le général de Gaulle était un grand fan de René Guénon. Fan est un grand mot, bien sûr. Et était un lecteur assidu de ses doctrines. Alors ça veut dire que René Guénon, c'est ésotérique, il est associé avec ce mouvement, avec ces cercles intellectuels de l'ésotérisme. Ça veut dire que son public cible, c'est pas tout de tout la grand public. Ouais? C'est les élites, c'est les gens comme Charles de Gaulle, c'est les gens comme Roi Charles, par exemple. C'est un livre qui, honnêtement, est un peu élitiste, mais de toute façon, ses connaissances et ses sagesses sont applicables pour tout entre nous. Exactement. D'ailleurs, j'aime beaucoup le canapé. C'est tellement Plus confortable. cosy comme ça. Ouais. Et c'est tout à fait. René Guénon n'est pas beaucoup discuté, n'est-ce pas? Parce que il s'adresse à l'élite. Et comme vous le savez très bien, pas tout le monde a la chance de regarder les vidéos du Vendredi Salon. Donc, c'est quelque chose de C'est dommage. qualitatif, mais pas quantitatif, n'est-ce pas? Donc, Nikita, tu as parlé d'ésotérisme. Alors tout d'abord, discutons un peu de ce qu'est la philosophie de René Guénon. Alors, très intéressant. René Guénon n'a pas de philosophie. Exactement, c'est un peu... Il n'en a pas. Ouais, c'est un peu un paradoxe, c'est un oxymore. Ouais. Sans philosophie, c'est qu'il n'y a pas du tout de philosophie. Pour lui, la raison pour laquelle son regard sur le monde est tellement éclectique, on pourrait même dire que c'est une réflexion de sa personnalité, mais en fait, pour lui, chaque type de connaissance a une filiation qui représente une dégradation d'une connaissance primordiale. Et c'est pour cette raison que ces influences sont tellement éclectiques. C'est pour cette raison qu'on trouve dans les textes de Guénon les influences des maçons, de l'hindouisme, de chrétienté, des musulmans, par exemple. De l'islam, tout à fait. Donc René Guénon, bien évidemment, pense que son opinion, l'opinion de n'importe qui, est invalide. Parce que l'important, ce n'est pas l'opinion, c'est la vérité. C'est-à-dire, comment est-ce que René Guénon distingue la vérité de son opinion ou de l'opinion de plusieurs personnes? Eh bien, il prend l'exemple des pyramides, n'est-ce pas? Ok, oui. Eh bien, donc, nous avons trois personnes. Je veux que vous vous imaginez, mesdames et messieurs. Concentrez-vous sur ce qu'on dit, pas sur notre beauté, notre intelligence et notre charme, s'il vous plaît. Je sais que Nikita est magnifique aujourd'hui, même s'il a oublié de mettre une cravate. Et voilà. Mais, concentrons-nous. Donc, René Guénon, mesdames et messieurs, suppose qu'il y a trois individus. L'un est placé au-dessus d'une pyramide et regarde la pyramide. Qu'est-ce qu'il voit? Un carré. Un carré. L'autre est placé au-dessous de la pyramide et regarde en haut. Et qu'est-ce qu'il voit? Un autre carré. Un autre carré. Maintenant, le troisième est placé à la même surface que la pyramide et la regarde droit dans les yeux. Et que voit-il, Nikita? Une pyramide. Tout à fait, une pyramide. Donc, est-ce que c'est une pyramide Ouais, ou est-ce que c'est un carré? c'est pas du tout un carré. En fin de compte, c'est une pyramide. Oui, mais attends, Nikita. On a deux personnes qui disent que c'est un carré. Et on a une personne qui dit que c'est une pyramide. Donc, deux contre un. Donc, c'est quoi? Mais pour René Guénon, c'est pas du tout les majorités qui comptent. C'est la vérité qui compte. Ah, ok. Et alors, Ok. par exemple, sur un extrême, on a un carré. Oui. Sur l'autre extrême, on a un autre carré, par exemple. Mais si on regarde au milieu, ce qu'Aristote appellerait le milieu d'or, the golden middle, Très bien. ouais, on peut faire face à la vérité. Donc, en fait, quand Jésus était en train d'être crucifié sur le mont Golgotha et qu'il était au milieu et qu'il a répandu son message, il a dit à celui à droite, écoute, je suis la vérité, crois en moi. Il lui a dit, bien sûr, je crois en toi, sans même voir. Car heureux sont ceux qui peuvent croire sans voir, n'est-ce pas? Et celui à gauche lui a dit, bon, je n'y crois pas. Donc l'autre est allé au paradis avec Jésus, l'autre est allé en enfer, n'est-ce pas?
d'après les textes bibliques. Donc, l'important, c'est se placer au milieu, parce que maintenant, ceux qui pensent que c'est un carré doivent être capables de croire sans voir, n'est-ce pas? Donc, celui au milieu lui dit, écoute, c'est une pyramide. L'autre lui dit, oui, mais je vois un carré. Oui, mais crois-moi, ne t'inquiète pas, c'est une pyramide. Donc, heureux les simples d'esprit, mesdames et messieurs, heureux ceux qui peuvent croire sans voir. N'est-ce pas? Absolument. Tu as parlé, Nikita, de la tradition primordiale. Qu'est-ce que la tradition primordiale? Alors, pour faire référence à votre exemple des pyramides. On peut se tutoyer, Nikita. Ok. Oui. Non, mais pour vous, le vous, c'est nécessaire. Oh, merci, mon très cher. Admirable C'est un ami. honneur. Oh là là. C'est un honneur. Bon, Mais excuse-moi, ton exemple. excusez-moi. Excusez-moi. Oui. Ton exemple des pyramides, c'est tellement intéressant car pour Guénon, la crise, comme on dirait, la crise du monde moderne, le grand problème de notre époque, c'est pas une dégradation tout simplement des morales, c'est pas une dégradation de quelque chose ici ou quelque chose là, c'est une dégradation de la connaissance. Comme j'ai déjà dit, chaque connaissance appartient à une filiation, à une connaissance primordiale. Si on prend l'exemple des pyramides, on a quelqu'un qui est au milieu, qui est encore en relation avec la vérité. Mais les deux personnes qui sont aux extrêmes, ils représentent la dégradation de la vérité. Ils sont devenus si extrêmes qu'ils n'ont pas le regard à la vérité. Et alors, pour René Guénon, encore une fois, chaque connaissance de notre jour moderne, que ce soit la science, la musique, l'architecture, n'importe quoi. Tout est relié. Tout est relié. Les sciences, les mathématiques, les esthétiques, tous entre eux appartiennent dans une essence primordiale qui n'est pas du tout physique ou matière, mais c'est quelque chose de métaphysique. Tout à fait. Donc, en fait, René Guénon est quelqu'un, tout d'abord, qui est né dans une famille aristocrate, à Blois, en France, n'est-ce pas? Il a il a été élevé et éduqué dans un lycée jésuite. Ensuite, il a fait des études. Il a eu ce qu'on pourrait qualifier de Master 2 aujourd'hui. Et il a bien sûr il a fréquenté plusieurs cercles ésotériques, parisiens, la franc-maçonnerie. Et bien sûr, plus tard dans sa vie, il est devenu un musulman soufi. Donc, le soufisme en islam, c'est tout ce qui est rapport à l'ésotérisme de l'islam. Donc, maintenant, René Guénon pense évidemment que l'important dans une société, c'est qu'il y ait un exotérisme, un ésotérisme. Qu'est-ce qu'un exotérisme? Exotérisme, c'est la connaissance qui est applicable et qui est accessible pour tout. Pour tous. C'est ce qui est évident. C'est ce qu'on peut raconter à tout le monde. Exactement. Mais qu'est-ce que l'ésotérisme? C'est un type de connaissance qui est spécifié pour une très petite élite qui sont bien instruits dans le symbolisme et dans les connaissances ésotériques. Donc l'ésotérisme doit s'expérimenter. On Exactement. ne peut pas l'apprendre à quelqu'un. Ça se transmet de bouche à oreille. C'est pas quelque chose qu'on peut chercher sur l'Internet. On ne peut pas chercher à ChatGPT pour répondre aux questions ésotériques, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Donc René Guénon pensait que... René Guénon, bien sûr, a étudié toutes les religions. Et il pensait que la tradition primordiale était une façon de vivre pour tout le monde. La vérité, bien sûr, est universelle. Elle s'applique à tout le monde. La vérité est pour tout le monde. Elle est de tout le monde à tout le monde. Nous sommes le monde et le monde est nous, n'est-ce pas? Donc René Guénon pensait que la tradition primordiale était une tradition qui s'appliquait à toute l'humanité, qui était universelle, bien évidemment, et que cette tradition s'est dégradée avec le temps, mais qu'il reste des particules, des parties de cette tradition dans chaque grande religion monothéiste. C'est pour cela qu'il a étudié toutes les traditions. Et il prend des doctrines de chaque religion, par exemple, le concept de résurrection dans la religion chrétienne, n'est-ce pas? Le concept de al-insan al-kamil, ce qui veut dire dans la tradition islamique l'homme complet, ou le concept de nirvana dans les traditions extrêmes orientales. Même dans les traditions païennes, comme avec les Grecs par exemple, ils avaient ce processus de catharsis. Catharsis. Oui. De catharsis, c'est qui est la résurrection, ou pas tout simplement la résurrection, mais la mort et puis la renaissance. Même dans les cercles francs-maçons, nous le savons, bien sûr, c'est quelque chose de public, qu'ils ont des rituels où l'initié est ressuscité, entre guillemets, bien sûr. Nous avons, bien sûr, dans la Bible, la résurrection de Lazare, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que par l'expérimentation ésotérique,
l'homme arrive à un degré de conscience supérieure, ce qui le rend apte à interpréter les signes des temps. Les signes des temps, c'est-à-dire ce qui se passe autour de lui, la politique entre guillemets. Le changement des époques. Tout à fait, tout à fait. Et cette tradition primordiale, comment est-ce que elle a été préservée? Comme on a déjà noté, on ne peut pas trouver la vérité ou l'essence de l'ésotérisme sur l'Internet. On ne peut pas chercher Ou même la lire. ou même la lire en fait. C'est, comme on a déjà dit, c'est réservé pour une élite qui sont vraiment sophistiqués, qui sont vraiment instruits dans le symbolisme. Exactement, exactement. Donc, ce sont des symboles Exactement. qui sont préservés. Donc, ces symboles-là, parce que cette connaissance ne peut pas s'apprendre par des mots, par tout simplement des mots. On a besoin de symboles. Pour faire la synthèse entre les symboles. Exactement, parce que ce sont des connaissances tellement complexes et tellement précises qu'on ne peut pas juste les expliquer avec des paroles et des mots. Bien sûr, nous, c'est autre chose. Bien sûr, nous sommes le Vendredi Salon, on peut tout exprimer par de belles paroles. Mais à l'époque, les grands savants ne savaient pas. Donc, ils devaient transmettre des symboles, ils devaient transmettre des rituels pour que chacun ait un éveil, un certain éveil de la vérité. Et bien sûr, qu'est-ce que le roi, d'après René Guénon? Eh bien, le roi, c'est celui qui a une connaissance profonde de la tradition primordiale, Exactement. de la connexion avec le sacré, et qui illumine ceux qui n'ont pas eu cet éveil, c'est-à-dire ces sujets, au risque de se brûler lui-même. Que disait Napoléon? Les hommes de génie sont des météores qui doivent brûler pour éclairer leur siècle. Wow. N'est-ce pas? C'est l'effet Napoléon. Donc, Napoléon expliquait cela, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un homme qui connaisse la tradition primordiale et qui doit pouvoir guider. C'est un peu comme le berger et ses troupeaux. Absolument. En fait, le roi, on peut considérer le roi comme gardien de la foyer. En illuminant ces sujets, ça veut dire pas qu'il est dans la salle de classe en train d'instruire chacun de ses citoyens, mais ça veut dire que c'était lui qui a été intronisé avec l'obligation, car il a été intronisé avec cette connaissance pour guider son peuple. Tout à fait, exactement. Donc, les êtres humains ne sont pas tous capables de briller de leur propre lumière, n'est-ce pas? Donc, ils ont besoin de guides. Et ça n'est pas une question de caste ou de classe sociale ou de socio-économique. Non. C'est une question spirituelle. N'est-ce pas? Que disait Napoléon? Des hommes. Comment mesure-t-on un homme, Nikita? Un homme ne se mesure pas de sa tête à ses pieds, mais Mais de sa tête au ciel. Bravo, Nikita! Oui, Salon. tout à fait. Salon, Napoléon. Tout à fait. Donc, que voulait dire l'empereur par cela? Je vais vous dire ce qu'il voulait dire, j'étais avec lui. L'empereur voulait dire qu'on mesure un... L'empereur voulait dire qu'on mesure un homme de par son élévation spirituelle. Et bien sûr, ce n'est pas juste de belles paroles comme ça, c'est-à-dire, est-ce qu'il est proche de la vérité? Est-ce que c'est un homme proche de la vérité? Tout simplement, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ceci et pour cela que René Guénon nous explique que toute société a besoin d'être guidée par un homme instruit dans ses secrets de l'ésotérisme, des religions, n'est-ce pas? Mais quel est le problème en Occident? Alors, c'est une question de religion. Tout d'abord, excuse-moi, pardon. René Guénon a écrit après la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? Pourquoi? En fin de compte, pour prouver à ses critiques qu'il avait raison. Après avoir écrit La crise du monde moderne et tous ces critiques ont dit c'est toi et votre spiritualisme encore une fois. Mais en fin de compte, ce qui a passé, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Et puis la bombe atomique, la destruction complète d'Hiroshima et de Nagasaki. Et finalement, René Guénon a dit j'avais raison. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, donc il écrit ce livre. Mais quel est le problème de l'Occident en particulier? C'est le type de religion qui est pratiquée en Occident, qui est prééminent en Occident. Ce qui est le protestantisme. Ce qui, pour René Guénon, était un paradoxe. C'était une négation. Le protestantisme, pour René Guénon, c'était pas du tout religion. C'était une négation. C'était une négation, c'était un paradoxe. Parce que quelle est l'étymologie du mot religion? Religas, ce que ça veut dire... Ça vient du latin religar. relier les gens ensemble. Ça relie les gens. Mais quel est le protestantisme? C'est une religion qui crie « mêle-toi de tes affaires ». Exactement. C'est
l'opposé de relier les gens ensemble, c'est séparer les gens. Le salut est devenu personnel. Tout à fait. Donc le salut est quelque chose qui peut s'expérimenter personnellement. Nous n'avons plus besoin d'un corps structuré D'un centre, qui représente la volonté commune, n'est-ce pas? que ce Donc- soit le pape, que ce soit le prêtre. Tout à fait. Donc, René de Guénon explique que le protestantisme est parfait pour le règne de la quantité, et même, bien Et sûr, pour la prolifération des marchés libres pour le capitalisme, bien sûr, parce que, comme on l'a vu dans le livre, de Max Weber. voilà, l'éthique protestante et le règne du capitalisme, bien, on a vu que le capitalisme vient du protestantisme. Maintenant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça n'est pas notre affaire, n'est-ce pas? Nous allons toujours au-delà du bien et du mal dans le Vendredi Salon. Nous regardons les choses d'un aspect froid, n'est-ce pas? Donc, mais René Guénon explique que aussi il y a eu un problème majeur en Occident, qui a commencé quand exactement? Avec la Renaissance. Tout à fait. Avec la Renaissance. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la Renaissance? L'humanisme, ce que ça veut dire, c'est l'effort de l'homme pour être le concurrent de la nature en utilisant la méthode scientifique qui représente la reine de la quantité. Le règne de la quantité. Ça tout veut à dire fait. chaque chose pourrait être quantifiée, chaque chose pourrait être mesurée et puis sujet à un expériment scientifique. Tout à fait. Eh bien, on voit pendant la Renaissance apparaître, bien sûr, le règne de la raison. La raison. Comme si c'est vraiment raisonnable comme si les êtres humains ont toujours été raisonnables, n'est-ce pas? C'est tellement raisonnable de monter sur un cheval, de prendre une épée et d'aller prendre tout ce qu'on C'est voit. pas la passion et c'est pas la gloire qui est la Bien motivation sûr. des hommes. Ça n'est pas une volonté divine. C'est la surnaturelle. raison, c'est la raison. C'est raisonnable. C'est 1 plus 1 égale 2. Tout à fait. Tout à fait. C'est comme ça que les hommes fonctionnent. Bien sûr, depuis la nuit des temps. Donc, Descartes est arrivé, bien sûr, ça a commencé avec la Renaissance. Ils ont dit, on peut créer des choses de par la raison. Très bien. J'aime beaucoup le travail de la famille Médicis, bien sûr. J'aime beaucoup la Vénus de Botticelli. Magnifique, sublime, super. On se calme. Bon. Mais ensuite, nous pourrions dire que Descartes est arrivé, il a introduit la mécanisation. Exactement. La question entre l'esprit et la matière. La mécanisation, nous avons eu l'empirisme, nous avons eu le rationalisme, nous avons eu le matérialisme, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Donc nous avons eu cette évolution de la pensée qui a une souche de catholicisme médiéval, ça s'est transformé. Hein. Nous avons eu la Renaissance, nous avons eu ensuite un grand moment du revirement de la pensée occidentale qui est Les idées de lumière. les idées des Lumières, Ouais. n'est-ce pas? Les idées des Lumières, et bien sûr, dans notre vidéo qui arrive, nous allons parler des idées des contre-lumières, de Rousseau en particulier. C'est pour la vidéo qui arrive. Et donc, les idées des Lumières ont tout simplement conceptualisé et rationalisé tout ce qui était sacré. Mais comment est-ce que Guénon appelle cela? La profanité. Pourquoi? Car c'est une dégradation de ce qui a été sacré. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par profanité et sacré? Eh bien, le profane, tout d'abord, le sacré est tout ce qui est en directe connexion avec le divin. Le divin étant la tradition primordiale. Eh bien, l'évolution naturelle de l'histoire, eh bien, l'histoire est une évolution de la tradition primordiale au matérialisme. Et le plus l'homme va vers le matérialisme, le plus il s'éloigne de la tradition primordiale. Le plus qu'il devient ça, profane. Profane. Donc, Ouais. qu'est-ce que la profanité? Ça ne veut pas dire être hérétique, n'est-ce pas? Être profane ne veut pas dire être hérétique. Ça n'est pas une chasse aux sorcières, n'est-ce pas? Être profane veut dire prendre une connaissance qui a sa souche dans le sacré et tout simplement lui donner un aspect humain. Tout simplement humain, Ou matériel. matériel. Comme par exemple M. Isaac Newton, avec son Principia Mathematica, ce qu'on appellerait la Philosophia Naturalis. C'est une philosophie de la nature. C'est tout simplement son effort pour maîtriser la nature en utilisant la physique et les mesures pour maîtriser la nature. Tout à fait. Nous pouvons même parler de Oppenheimer, n'est-ce pas? Oppenheimer, quelle est son histoire? C'est un peu l'opposé d'Isaac Newton. Tout à fait. Pourquoi? Car
Isaac Newton était tellement proficient dans les mathématiques, il est même le fondateur de la discipline de calcul. Ouais. Mais Oppenheimer, on peut même le voir dans le film qu'il n'est pas du tout proficient dans les mathématiques. Bien sûr. C'est un peu un trait de son personnalité. Il n'était pas vraiment un scientifique comme on le conceptualiserait aujourd'hui, de monde moderne. Il était plutôt un philosophe, je dirais. Tout à fait. Eh bien, on voit bien sûr que Oppenheimer était quelqu'un qui était vraiment extrêmement cultivé. C'était un grand philosophe, un grand... Exactement. C'était quelqu'un qui lisait toutes les religions, n'est-ce pas? Bien sûr, quand la bombe atomique avait fonctionné, il avait cité cette phrase du Bhagavad Gita, qui est un livre qui parle de Vishnu, n'est-ce pas? C'est un peu l'Iliade extrême-orientale. C'est un peu une histoire qui raconte comment l'homme atteint l'unité avec lui-même, atteint l'unité avec les lois de la vérité, malgré les déferlements de l'histoire. Malgré les hauts et les bas de l'histoire, l'homme reste stable, reste uni. C'est un peu comme Jésus avec ses disciples pendant les tempêtes sur le bateau, n'est-ce pas? Ah ouais. Tous les disciples sont en train de crier « Oh non, on va mourir !» Et Jésus est calme et serein. Et c'est un peu Shiva, n'est-ce pas? Shiva qui danse, nous avons ce concept de Shiva qui danse dans un cercle, n'est-ce pas? Shiva danse dans le cercle représente l'histoire qui tourne, et Shiva juste danse. C'est un peu comme cette phrase qu'on dit, la vie, c'est apprendre à danser sous la pluie, n'est-ce pas? C'est un peu comme Dionysos, qui danse au milieu du cercle. Et même avec les soufis. Avec les soufis, oui. Il danse dans un cercle avec le moufti au centre. Exactement. Donc, vous comprenez ce que René Guénon veut dire par la tradition primordiale. Nous avons des vérités, d'après René Guénon, dans chaque religion. Exact. Chaque religion a des principes qui sont les mêmes, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est le voyage. Exactement. C'est-à-dire, les Indo-Européens étaient quelque part, n'est-ce pas? Ils ont voyagé. C'est un peu comme les catholiques qui ont voyagé en Amérique et sont devenus protestants. C'est la même chose, à peu près, n'est-ce pas? On conceptualise ici. Donc, demain, si l'Europe disparaissait, à Dieu ne plaise, les protestants restants en Amérique vont dire « Ah, vous savez, il y avait ce qu'on appelait des catholiques. Eh bien, notre religion vient de chez eux. » Donc, c'est un peu la même chose, la tradition primordiale et les grandes religions monothéistes, d'après René Guénon, encore une fois. Est-ce que c'est notre avis personnel? Cela ne vous regarde pas, mesdames et messieurs. Le vote est confidentiel. Donc, Ça veut dire que l'Occident, c'est un cadre vraiment adéquat pour le Kali Yuga, qu'est-ce que le Kali Yuga? le fin des temps. Pourquoi? Car, alors, l'histoire fonctionne comme ça, comme un anneau, un cercle qui tourne. Circulaire. Alors, le Kali Yuga, c'est tout simplement le fin de ce cercle, où toute connaissance est devenue tellement profane, où toute connaissance est devenue tellement matière, ce qui signifie la signe des temps. Qu'est-ce que tu veux dire par toute connaissance est devenue matière? Déjà, examinons cela. Nous avons vu dans Fustel de Coulanges, bien sûr encore, nous avons traité de ce sujet, et nous sommes comme ça, que voulez-vous? Vous pouvez bien sûr aller cliquer, regarder notre vidéo incroyable sur Fustel de Coulanges. Ces deux jeunes garçons, à la fleur de leurs âges, qui parlent d'un certain Fustel. Vous allez adorer. Donc, Fustel de Coulanges nous expliquait déjà que la société doit avoir une connexion directe avec le sacré, de par l'intermédiaire du roi. Qui est le roi? C'est le père. C'est le père, c'est l'aîné. C'est l'aîné de la famille est devenue un clan, le clan est devenu un royaume. n'est-ce pas? D'un individu à une cité, Et le à l'État. roi est celui qui connaît la vérité. C'est la gardienne de la foyer. Donc le roi est celui qui peut briller. Il n'a pas besoin d'être éclairé, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? Eh bien, nous avons eu une division. Que veut dire le mot diable? Divisé. Diable vient du latin diavolo, qui veut dire diviser, n'est-ce pas? Donc le diable est dans la division. Vous voyez, ça n'est pas un méchant monsieur, le diable, avec des cornes. C'est un concept de division. Le diable divise. Dieu est unité. Le diable est division, n'est-ce pas? Donc, nous voyons que la connaissance est de plus en plus divisée, n'est-ce pas? C'est-à-dire... Toutes les disciplines, les arts libéraux, par exemple. Tout à fait. Par exemple, Oppenheimer était un polymathe. Oswald Spengler, un polymathe. Les plus grands savants étaient des polymathes. Nikola Tesla, un polymathe. Ouais.
Combien de musiciens sont aussi poètes et Peinture. mathématiciens? Et mathématiciens. Combien? La plupart d'entre eux. La plupart, n'est-ce pas? Ouais. Donc il y a cette connexion entre musique, entre mathématiques, entre poésie, Architecture, architecture, poésie. peinture, esthétique. Voilà. Mhm. Mais aujourd'hui, la connaissance est complètement divisée. C'est-à-dire, nous enseignons les mathématiques à part et nous apprenons qu'il n'y a aucune corrélation entre mathématiques et poésie. Ou poésie, architecture. Architecture et histoire. C'est un dommage, c'est une tragédie. Tout à fait. C'est une tragédie pour la connaissance et pour l'éducation de la jeune génération. Mais heureusement que la jeune génération aujourd'hui regarde le Vendredi Salon. Exactement. Tout à fait. Donc le diable se trouve dans la division. Aujourd'hui, tout est divisé. C'est-à-dire, les rois ont été divisés de leur nation. Les nations ont été divisées de leurs clans. Les clans ont été divisés de leur famille. Les individus ont été divisés de leur famille. Et maintenant, sont en train d'être divisés de leur nation. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire, je regardais une... Ou en fait, je dirais, les individus sont en train d'être divisés par leurs esprits, je dirais. Exactement. Je dirais. Exactement. On a dégradé ce qui est physique pour finalement dégrader ce qui est métaphysique. Très intéressant. Très intéressant. Je vais revenir sur ce point dans une seconde. J'avais vu une interview de ce que l'Occident appelle le dictateur tchétchène, Ramzan Kadyrov. Est-ce qu'il est dictateur? Est-ce qu'il n'est pas dictateur? Je n'en sais rien, bien sûr. Ça ne me concerne pas. Mais je l'ai écouté parler. Il a dit que pourquoi est-ce que vous dites que je suis un dictateur? Parce que chez moi, si je vais emprisonner quelqu'un illégalement, eh bien, cette personne appartient à un clan. Et ce clan est formé de 1000 jeunes hommes à la fleur de leur âge qui seraient prêts à me résister. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est-à-dire qu'en Occident, nous avons tout au plus des familles, mais pas des clans, n'est-ce pas? Et nous avons surtout des individus. Donc, un individu ne peut pas résister Contre un État, contre un gouvernement. Bien sûr, le but n'est pas de résister à l'État, mais aux injustices, par exemple, n'est-ce pas? Par exemple. Donc, ce qui est très intéressant, et tu as dit quelque chose d'extrêmement intéressant, Nikita, c'est qu'aujourd'hui, l'homme est divisé de son esprit. Mais comment est-ce que nous avons eu la réaction atomique? Oh mon Dieu, génial, génial. Non. Car l'individu est devenu atomisé. N'est-ce pas? Ouais. Donc, comment nous avons eu la réaction atomique? Bien sûr, Nikita n'est pas un grand scientifique, ok? Mais il pourra un peu nous faire un petit cours de comment les bombes atomiques marchent. Alors, bienvenue à Colloecology 101. Aujourd'hui, on va discuter de la fusion nucléaire. Alors, voilà comment ça passe. On a un atome d'uranium, par exemple. L'uranium, c'est vraiment c'est un atome lourd. C'est pas du tout stable. C'est un adolescent prépubère. Et puis, on le mélange avec un autre adolescent prépubère. Et ce qui se passe, c'est... Une réaction. C'est la collision, c'est la Kali Yuga. Donc, en fait, l'atome ne se divise pas. N'est-ce pas? C'est atome, c'est fini. Donc, quand on essaie de le diviser... C'est la thèse de Democritus, ce qui est le fondateur... Démocrite. Démocrite, oui. Ce qui était le fondateur de la tradition atomique. Alors, il avait un fils en copper, copper wire. Oui, un fil de fer. Il avait un fil de fer et il a décidé, ok, je vais le couper en moitié. Couper en moitié encore une fois. Mais si je continue à le couper, il va devenir un point où je ne peux pas le couper encore. Tout à fait. Ce qu'il a- Indivisible. exactement, ce qu'il a appelé l'atome. D'accord. Donc, un atome ne peut pas se diviser. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe si on essaie de diviser un atome avec un autre atome? Une explosion nucléaire. Exactement. Donc, c'est comme ça que ça marche à peu près, n'est-ce pas? Plus ou moins. D'accord. Donc, aujourd'hui, dans la société, comme nous l'avons dit, nous avons divisé l'homme de son clan, de son pays, de sa famille. Et maintenant, c'est quoi l'étape finale? Diviser l'homme de son propre esprit, De son propre esprit. de lui-même. Mais est-ce qu'on peut diviser l'homme de son esprit? Est-ce qu'on peut? Pas physiquement. L'homme est une créature spirituelle, par essence. Donc, qu'est-ce qui se passe si on essaye de diviser l'homme En crise. de son esprit? C'est comme l'atome, non? Est-ce qu'on peut diviser l'atome? Qu'est-ce qui se passe quand on essaie de diviser l'atome? Explosion, fer, rage, destruction absolue. Voilà. Donc, Plus ou moins, à peu près. quand on essaye d'exploser l'homme, quand on essaie de diviser l'homme de son esprit, ce qui est contre nature, tout comme diviser l'atome est contre nature, qu'est-ce qui se passe?
Apocalypse. Plus ou moins. Et qu'est-ce que l'Apocalypse? Revenons sur l'étymologie du mot Apocalypse. Ça veut dire révélation. C'est la révélation de la vérité. C'est du latin. Apocalypsos. Apocalypsis. Ouais, moi, je croyais que c'était de grec. Apokolopia. Bon. Quelque chose comme ça. Bon. Je Voilà. suis pas expert en Grèce antique, honnêtement. Arrête d'être humble comme ça. Bon. Donc, oui, tout à fait. Donc, l'Apocalypse veut dire la révélation. N'est-ce pas? Donc, le livre des révélations, nous pourrions dire, est le livre des Apocalypses. Donc, René Guénon nous explique que l'Apocalypse est quand la vérité arrive pour rattraper ce qui se passe. Donc, l'homme évolue comme ça, nous l'avons déjà discuté dans la crise du monde moderne. L'homme évolue, mais la vérité doit évoluer à côté de lui, sinon ça marche pas. Sinon, il y a une apocalypse, il y a un bouf, une explosion. Hop là, n'est-ce pas? Donc, quand la vérité rattrape l'homme, qu'est-ce qui se passe? Il y a une révélation. Et la révélation se passe par un grand chamboulement. Exactement. Et cette révélation est une révélation de quoi? C'est une révélation de « Oh, c'est comme ça que les choses doivent être ». Ah, Ah, alors ça veut dire que pour la plupart de ma vie, j'ai vécu un mensonge. Oh là là. donc en fait, pour revivre, il faut tout d'abord mourir. Non? Alors voilà tout ce symbolisme et toute cette emphase sur les processus de résurrection. Tout à fait. Donc, que disait Rousseau? Rousseau nous expliquait que la culture pervertit, la culture au sens de lavage de cerveau, entre guillemets, pervertit les instincts, pervertit tout ce qui est intrinsèque à l'homme, et le rend malléable à toutes les perversions de l'esprit. D'après Rousseau, d'après Jean-Jacques, moi je sais pas. N'est-ce pas? Totalement. Donc, et qu'est-ce qui se passe quand l'agneau s'éloigne trop du berger? Le méchant loup arrive. Le méchant loup arrive. Et bien sûr, le méchant loup, qui est habitué à vivre dans la nature, va soit dévorer les moutons, et les moutons qui restent vont revenir au berger, et vont lui dire « Berger, on veut continuer à évoluer dans ta loi. On sait que ta loi est la seule qui va pouvoir nous mener vers la vérité et l'espoir. » N'est-ce pas? Je vous parle de la chèvre de M. Seguin. Alors, retournons à Oppenheimer, Robert J. Alors, encore une fois, il n'était pas vraiment un scientifique, il était un philosophe. Si on regarde ses écritures et ses calculations, on va noter quelque chose de tellement intéressant qui est, il n'y a pas de tout de chiffres dans ces calculations, c'est absolument et totalement symbolique, c'est philosophique, c'est ésotérique, je dirais. Tout à fait. Donc, en fait, Oppenheimer a pris des secrets des religions. Bien sûr, nous savons très bien qu'il cite la Bhagavad Gita, n'est-ce pas, et qu'il dit « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». C'est très intéressant parce que René Guénon nous parle de la fin du monde, ce qu'on pourrait qualifier de fin du monde, qui n'est en fait pas la fin du monde, Mais d'un monde. mais d'un monde. Et Oppenheimer prenait la vérité scientifique et toute vérité, toute source de vérité, de la tradition primordiale. Oppenheimer était guénonien, nous pourrions dire. Absolument, N'est-ce totalement. pas? Totalement. Et plus que cela, donc Guénon nous expliquait, nous parlions d'un point, le protestantisme est une négation, donc ça n'est pas une religion d'après René Guénon. Mais il y a un problème avec le catholicisme aussi, car l'évolution de la Renaissance et tout ça, qu'est-ce que ça a fait? To Catholicism, Oui. it made it decadent. Bien, tout à fait. Le catholicisme est devenu décadent. Ouais. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il est faux, mais ça veut dire que les institutions de l'Europe catholique se sont dégradées. Je m'explique, ou plutôt j'explique Guénon. Il m'a dit. Donc, Guénon m'a expliqué que le catholicisme a perdu son côté ésotérique. Son essence primordiale. Tout à fait. C'est-à-dire que il y avait un groupe de gens qui faisaient partie de l'élite, qui savaient interpréter les signes des temps du catholicisme. Ils savaient interpréter les symboles. René Guénon a un livre sur le symbolisme de la croix, n'est-ce pas? La croix, bien sûr, existe avant le christianisme. C'est un symbole qui existe avant le christianisme. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que le christianisme est faux. Pas du tout. Pas du tout. La croix a un symbole, c'est-à-dire la verticalité, l'horizontalité. Chacun a un symbole, c'est-à-dire l'équilibre.
René Guénon pensait même que la géométrie était divine, la géométrie géographique était divine. Le soleil se lève à l'est, Et se couche à l'Occident. arrive à son plus haut point, au-dessus de Terre sainte. la Terre sainte, Ouais. n'est-ce pas? Et se couche en Occident. Donc, La genèse de la vérité. donc la vérité apparaît à l'est, se solidifie et devient, on pourrait dire, bien déterminée en Terre sainte, n'est-ce pas? Et puis, meurt en Occident, Devient décadent, devient profane, matérialiste, n'est-ce pas? Donc, individualiste. il reliait toutes ces connaissances astronomiques, géographiques, Géométrique, mathématiques. esthétique, symbolique, religieuse. Tout à fait. Donc, René Guénon nous expliquait que l'ésotérisme qui existait au Moyen-Âge en Occident a disparu avec la Renaissance. Et il disait que la seule source d'ésotérisme monothéiste, qui a encore une connexion avec la tradition primordiale, se trouve où? Avec les orthodoxes. Dans l'orthodoxie et l'islam, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons voir d'ailleurs, dans le couronnement du roi Charles, Il y avait des chants orthodoxes. tout à fait. With his sword do justice, stop the growth of iniquity, protect the holy church of God and all people of good will, help and defend widows and orphans, restore the things that are gone to decay, maintain the things that are restored, punish and reform what is amiss, and confirm what is in good order, that doing these things you may be glorious in all virtue, and so faithfully serve our Lord Jesus Christ in this life, that you may reign forever with him in the life which is to come. Amen. Eh bien, les journalistes ont bien sûr dit que c'était un hommage À son père. à son père, qui était membre de la famille royale, De la Grèce. Ouais. tout à fait. Mais ceux qui ont lu René Guénon, comme nous, Ceux qui sont bien instruits dans l'ésotérisme. ceux qui ont lu Guénon comme nous et le roi Charles, eh bien, nous comprenons que non, Guénon disait que l'ésotérisme encore présent dans la chrétienté se trouve dans la religion orthodoxe. Donc c'est très frappant, c'est très intéressant. Totalement, ouais. C'est tellement important, la connexion avec le roi Charles, spécifiquement avec son portrait qui était vraiment controversé. Ah oui, Non? le rouge. Exactement. Les journalistes ont dit que c'était violent, c'était abstrait, c'était quelque chose comme ça. Mais Oui. les gens qui sont bien instruits dans l'ésotérisme vont noter quelque chose de tellement intéressant ici. C'est une dépiction de l'essence primordiale, c'est une dépiction de philosophie pérennialiste, de l'ésotérisme. Au centre de ce grand chaos, on a le roi Charles qui est de toute façon serein. Serein, Oui. comme Tout à fait, on voit beaucoup de rouge, ce qui pourrait représenter le feu, le rage, la destruction. le chaos, et on le voit tout serein avec un papillon qui vient se poser sur son épaule. Donc il représente la stabilité. Et de toute façon, au Moyen-Âge, que représentait le roi? Stabilité. On l'appelait le roi Christ. Ouais, C'était quelqu'un qui devait ressembler au Christ, qui devait être calme devant les tribulations de Encore l'histoire. une fois, gardien de la foyer. Le gardien du foyer, le gardien de la foi. Et c'était quelqu'un qui devait rester calme devant les tribulations, devant les hauts et les bas de l'histoire. C'était, eh bien, un signe de réconfort et de stabilité. Très intéressant, Tellement intéressant. bien sûr. Nous ne parlons que de choses intéressantes au salon. Chin-chin, au salon. Au salon. Oui. Très bon café. Merci. Donc, mesdames et messieurs, c'était un bref aperçu, parce que vous le savez très bien, nous pouvons continuer à parler jusqu'à demain, de René Guénon et de son œuvre, Le règne de la quantité et les signes du temps. Et ça n'est pas une philosophie, bien évidemment, c'est une poursuite de la vérité d'après René Guénon. Et nous vous incitons vraiment à lire ce livre, parce que le roi Charles l'a lu, parce que Charles de Gaulle l'a lu, parce que nous l'avons lu, Le vendredi salon l'a lu. et parce que vous pouvez faire partie du club de ceux qui l'ont lu, Exactement. vous aussi, mesdames et messieurs. Donc, et sinon, nous allons mettre un terme à cela en disant,
Voilà. 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 Voilà, voilà. J'aime beaucoup. Bah, moi aussi. Voilà qui je suis. Mais voilà, même ici, mes amis, c'est fini. C'est mes voeux, c'est mon cri. Mais voilà, tant pis.